Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Content de vous entendre, même confiné. Vous n'êtes pas confiné, mais vous êtes à distance, en télétravail. Place à votre journal des médias. C'est quoi le sommaire du jour, Charles ? Une nouvelle affaire d'inceste, la mort d'une icône, une info Europe 1 et une dernière chance pour Alice Nevers. Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Alors c'est TF1 qui s'est imposé avec un très joli score pour le film inédit Le Sens de la Fête, l'un des derniers rôles de Jean-Pierre Bacri au cinéma. Au compteur 7 200 000 téléspectateurs, soit 31,4% du public, et un triomphe sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 42% de part d'audience. Oula. France 2 est deuxième avec un autre film inédit, HHHH, suivi par 2 700 000 téléspectateurs pour 11,4% de part d'audience. Et France 3 n'est pas loin derrière avec 2 600 000 personnes pour la suite des enquêtes de Morse, soit 10,4% du public. Ça, c'était hier soir. Et samedi soir, Charles ? Samedi soir, c'est France 3 qui a cartonné avec 6 300 000 téléspectateurs pour le téléfilm inédit Meurtre à Albi, soit 26,2% du public. Loin derrière, TF1 est stable avec Ninja Warrior à 3 900 000 personnes et 16,3% de part d'audience. TF1 a largement dominé sur les femmes de moins de 50 ans à 26% de part d'audience. Et troisième, c'est le nouveau divertissement de France 2, Symphonissime avec Stéphane Bern, qui a signé un démarrage correct, 2 300 000 téléspectateurs, soit 10,5% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une nouvelle affaire d'inceste qui secoue le monde des médias et qui concerne le producteur Gérard Louvain et son mari Daniel Moine. Oui, leur neveu, Olivier, âgé de 48 ans aujourd'hui, a porté plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineurs. C'est ce que révèle ce matin Le Monde. Olivier affirme avoir été victime d'attouchement à partir de ses 10 ans, puis d'agressions plus graves encore jusqu'à ses 14 ans. Ces accusations font surface quelques semaines après la parution du livre de Camille Kouchner dans lequel elle accuse le politologue Olivier Duhamel d'inceste sur son frère jumeau. Oui, et c'est par hasard. Le neveu de Gérard Louvain a expliqué au Monde que c'était justement la parution du livre qui l'avait poussé à porter plainte plus de 30 ans après les faits. Il parle d'un électrochoc. De son côté, le quotidien a joint Gérard Louvain, l'ancien producteur de Sacrée Soirée ou Ciel mon mardi. Gérard Louvain assure que toute cette histoire est fausse, qu'il n'a, je cite, pas grand-chose à se reprocher et que toute cette affaire n'est qu'une histoire d'argent. Son mari, Daniel Moine, lui aussi producteur, a répondu par la voix de son avocat. Il nie toutes les accusations en bloc et regrette que la libération de la parole déclenchée par l'affaire Duhamel soit vue, je cite, comme une aubaine et un prétexte à une extorsion de fonds. Attention, là, faut pas que je me trompe. Le focus programme du jour, oui. C'est le documentaire Papillon en avier, diffusé ce soir sur France 3. Oui, c'est un documentaire consacré aux enfants confrontés à des difficultés d'apprentissage. Alors, ils peuvent être dyslexiques et avoir donc des difficultés à lire, dysphasiques, c'est-à-dire souffrir d'un trouble du développement de la parole, ou encore dyspraxiques avec des difficultés à coordonner leurs gestes. La réalisatrice Marie Béchaud a passé 1 an dans l'une des rares écoles spécialisées dans ces troubles de l'apprentissage en Haute-Garonne. Elle a voulu mettre en lumière ces enfants qui sont souvent confrontés aux préjugés. Ces enfants-là, en fait, sont tout aussi intelligents que les autres. En apparence, on ne voit pas leurs difficultés. Souvent, les enfants sont un peu confrontés. Toi, t'es bête. Toi, t'arrives pas à lire, donc t'es bête. Toi, t'arrives pas à écrire. Toi, t'arrives pas à faire du vélo. Alors qu'en fait, ils peuvent apprendre les mêmes choses, mais ils ont besoin de plus de temps et d'une pédagogie adaptée. Moi, petite fille dyslexique, j'aurais voulu être assise sur ces bancs, devant ces tableaux et avec ces instituteurs. C'est un peu ce que je souhaite pour tous les enfants qui ont ces difficultés-là, d'être entendus, écoutés, accompagnés, aussi sollicités dans l'effort. Ça demande du travail, mais c'est fait avec bienveillance et surtout compréhension. Marie Béchaud au micro de Louise Bernard. Papillon en avier, c'est donc ce soir à 20h50 sur France 3. Et Eva Rock vous en reparlera tout à l'heure dans son zapping du lendemain à 10h06. Ça sera à 22h50 et comme disait la productrice Catherine Barma, les taillons ne sont pas craillés. C'est une info Europe 1. Arte planche déjà sur une saison 2 de sa nouvelle série En thérapie. Oui, une deuxième saison est déjà en gestation, alors que la première sera lancée ce jeudi. C'est ce qu'a révélé Éric Toledano à Eva Rock lors de l'enregistrement du podcast Europe 1 Série-Land. Le scénariste et réalisateur est aux manettes de l'adaptation de cette série israélienne avec son acolyte Olivier Nakache. En thérapie, ça se déroule en 2015, juste après les attentats du 13 novembre. La série suit un psychiatre et les patients qu'il reçoit tout au long de la semaine. Tous ont été de près ou de loin affectés par ces événements. Alors, devant la caméra, on retrouve Carole Bouquet, Pio Marmaille ou encore Mélanie Thierry. 35 épisodes ont été mis en boîte pour la saison 1. Série toujours, Alice Nevers n'a peut-être pas dit son dernier mot.
Et oui, un double épisode final pourrait être commandé par TF1. La comédienne Marine Delterme, alias Alice Nevers, a révélé aux Parisiens que la chaîne était ouverte à l'idée de donner une vraie fin à sa série policière, mais à une condition, il faut que l'écriture soit à la hauteur et que ce double épisode soit suffisamment événementiel. Les scénaristes sont actuellement au travail pour conclure en beauté la série, que TF1 a décidé d'annuler après 19 saisons. Et puis ce week-end a été marqué par la disparition d'une icône de la télévision américaine. Le célèbre journaliste américain Larry King est décédé ce week-end à 87 ans. La cause de sa mort n'a pas été dévoilée, mais il avait été admis à l'hôpital il y a plusieurs semaines après avoir contracté le Covid. Larry King est un animateur à l'allure bien reconnaissable, des grandes lunettes carrées, des chemises aux manches retroussées, une cravate multicolore et surtout 2 larges bretelles apparentes. Tout le week-end, une pluie d'hommages lui a été rendue, de Bill Clinton à Céline Dion, même Vladimir Poutine a salué son grand professionnalisme. Bonjour Louise Bernard. Bonjour à tous. Il faut dire que Larry King était une véritable légende de la télévision. Oui, le plus parlant, ce sont sûrement les chiffres vertigineux. 50 000 interviews environ, 63 ans de métier, dont 25 sur la même chaîne qui a fait sa gloire, CNN. Il y a animé sa célèbre émission Larry King Live jusqu'en 2010 avec des cartons d'audience. Il lui est arrivé d'être suivi par 160 millions de foyers dans 220 pays. Je vois vos yeux exorbités, Philippe, c'est énorme. Ouais. Et son show était d'ailleurs entré dans le Guinness des records comme l'émission restée le plus longtemps à l'antenne avec le même présentateur et sur le même créneau horaire chaque soir de la semaine à 21h. Sa notoriété lui a d'ailleurs valu de jouer son propre rôle dans des dizaines de films ou de séries télé. Et ce qui était fascinant, c'était sa liste d'invités, des gens de tous les domaines, politique, religion, sport, économie, culture, mais aussi des victimes de faits divers ou de catastrophes, des escrocs, des meurtriers, des experts en phénomènes paranormaux. En fait, tous ceux qui faisaient l'actualité venaient d'abord sur son plateau. Et Larry King, il aimait discuter avec ses hôtes. Il disait d'ailleurs ne pas trop préparer ses interviews pour en fait être surpris comme ses téléspectateurs. Et puis autre marque de fabrique, plus facile à dire qu'à faire, interviewer les plus grands. Ouais, rendez-vous compte, il avait interviewé tous les présidents américains depuis 1974 et même certains chefs d'État étrangers, Poutine, Kadhafi, Thatcher, Chavez, mais aussi le Dalai Lama ou encore Yasser Arafat. Et puis côté paillettes, la liste serait beaucoup trop longue à établir, mais pour résumer, il était connu pour décrocher les invités les plus convoités et notamment ceux qui se faisaient rares dans les médias. Exemple, Frank Sinatra, qui ne donnait jamais d'interview, mais il s'est quand même retrouvé au micro de Larry King, c'était en 1988. Pourquoi vous ne donnez pas plus d'interviews ? Personne ne m'invite. Je suis sérieux, très sérieux. Je ne reçois pas tellement d'appels pour me proposer de venir m'asseoir et discuter. Vous ne recevez pas beaucoup d'appels ? Vous pensez que c'est parce qu'on se dit que vous ne viendriez pas ? Peut-être, c'est possible, oui. Même chose pour l'acteur Marlon Brando, très rare à la télévision, qui a tout de même fini son interview en chantonnant avec Larry King et en lui offrant un baiser sur la bouche. Tendez bien l'oreille. Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. When the chapel bells ring out, gonna make him an offer he can't refuse. Darling, goodbye. Darling. C'est ça, image qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque en 94. Beaucoup d'exclusivité que ses détracteurs expliquaient par sa complaisance avec ses invités. Larry King assumait totalement, il disait ça ne m'intéresse pas de mettre les gens mal à l'aise. Il ne se revendiquait d'ailleurs pas journaliste. Il préférait le terme d'infotainer qu'on pourrait traduire par infodivertisseur, un pionnier du genre. Merci beaucoup Louise Bernard, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Charles Decamp également. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.